Tous les dirigeants du monde se retrouvent en ce moment à New York, à la 78e, voilà, j'arrive, Assemblée générale de l'ONU. Le président Tshisekedi prendra la parole aujourd'hui, mercredi, 20h de Kinshasa, pour s'adresser au monde. Avec nous sur ce plateau, un chercheur, Israël Hig Bouen. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci M. Crispin, merci pour l'invitation. C'est une habitude, hein. On sait que chaque année, au mois de septembre, il y a cette Assemblée générale qui réunit les dirigeants du monde. Et le Congo se présente dans un contexte d'abord sécuritaire tendu, parce qu'au pays, vous avez toujours les groupes armés qui font la loi dans l'est du pays, et puis l'M23, toujours qui occupe Bunagana. Il y a cette question des élections. Il y en a qui croient qu'il y aura élection, il y en a qui pensent qu'il n'y en aura pas. Et bon, c'est qu'il va chercher à rassurer tout le monde. Mais il y a aussi la présence de la MONUSCO. Ça devient un peu gênant parce que des demandes se multiplient, mais la MONUSCO ne se retire toujours pas. Enjeux et attentes, qu'est-ce que vous pensez de la participation de la RDC à ces assises internationales? Je disais tantôt, merci pour la énième fois, pour l'invitation, bien entendu. Avant de commencer tout propos, vous le savez, ça devient un peu comme une sorte de religion. Je rappelle encore une fois de plus que le M23, l'appendice de l'armée rwandaise, continue d'occuper Bunagana. Ils exercent toutes les activités économiques. J'aurais même appris qu'ils ont placé une sorte de péage pour que des camions traversant avec le minerai, pour qu'ils puissent franchir la barrière. Ils payent à peu près 700 dollars par tonnage. Donc vous voyez combien est-ce que ces mouvements rebelles, ces groupes insurrectionnels du pouvoir des Kagame continuent bien entendu à s'aimer la terreur dans cette partie du territoire. Et vous le savez, comme nous l'avons toujours dit, c'est là sous le silence complice de la communauté internationale, parce que nous le savons, et vous le savez comme bien plus que moi, que cela viole le principe des Nations Unies qui préconise la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État. Mais certaines sources disent même que les M23 serait aussi en ce moment à New York. Je ne sais pas pourquoi faire. Mais justement, c'est là où vous parlez de l'enjeu. Donc, vous venez de brosser les tableaux qui semblent être réellement ce que tout le monde attend. Donc, le chef de l'État, il prend la parole à cette session des Nations Unies. C'est une occasion, je dirais, labelle pour permettre à ce que le président de la République fasse entendre la voix de la République démocratique du Congo. Vous savez que le Congo étant membre de cette organisation internationale, vous le savez, mais il y a des soucis entre nous, il faut qu'on se les dise. Il y a une sorte, je vais dire, il y a une sorte, on remarque une sorte de duplicité de langage de cette même organisation. Vous allez remarquer avec moi, lorsque ça brûle ailleurs, on voit la précipitation avec laquelle le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, il prend la parole. Mais la situation qui prévoit la République démocratique du Congo depuis plus belle, depuis plusieurs années maintenant, vous sentez les silences. Je pense qu'avec tout ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, des questions d'intérêt majeur, entre autres la démocratie, les élections qui pointent à l'horizon, que le chef de l'État devra rassurer les partenaires, rassurer l'opinion internationale, c'est qu'il est vraiment engagé dans ces processus. Et nous voyons les choses aller dans ce sens-là. Il va rassurer une fois de plus. Mais je pense que ça, je suis en train de supposer, c'est que le président de la République aura à dire. Il doit absolument taper le poing sur la table. Il faut qu'à tout prix, à ces stades tels que nous sommes, il doit dire clairement la part que revient à la communauté internationale sous le massacre que la population congolaise est en train de subir depuis plusieurs années maintenant. Mais est-ce qu'on est entendu? Ce n'est pas une première fois. Le président Tshisekedi, et si je ne m'abuse pas, son quatrième, s'il faut enlever 2020 avec Covid, je ne sais pas s'il y avait eu, mais exercice, ce n'est pas une première. Est-ce qu'on est entendu? Mais justement, je pense que la particularité, c'est que beaucoup de gens, d'ailleurs, doutaient de la possibilité que l'on puisse avoir les élections en cette année. Il a prouvé le contraire. Aujourd'hui, le gabarit de la CENI est sur le point d'amener le pays vers les élections. Donc, c'est déjà quelque chose de très, très symbolique. Et à part cela, il doit réellement dire clairement au niveau de cette instance internationale comment est-ce que
nous sommes en train de vivre le carnage, nous sommes en train de vivre le massacre, et que cette institution qui est censée bien entendu accompagner la stabilité internationale ne fait qu'empirer la situation avec la complicité. Mais il y en a qui pensent que il y en a qui pensent que les vrais pyromanes sont à l'ONU. Justement, c'est là où je dis il doit taper le poing sous la table. S'il faut le dire comme ça, il doit citer les diables par son nom. Parce qu'on ne veut plus continuer à être victime de cette organisation dont on est membre et que nous vivons la complicité. Monsieur Kagame, qui est le parrain, l'auteur de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, il est là, il est protégé par le bourreau que nous appelons les États-Unis ici, la Grande-Bretagne, le Canada et les autres États qui protègent Kagame, même la France également. Donc je crois que le chef de l'État, au-delà du discours qui sera présenté pour brosser la situation générale du pays, il doit avoir des tête-à-tête, il doit continuer la diplomatie des couloirs pour faire savoir la position de la RDC. Sous ces questions-là, on va parler également sous des questions de l'environnement également. Nous sommes un pays solution sur des questions environnementales et on est censé occuper une place prépondérante dans les discussions qui prévaut sous ces genres de questions. Mais en même temps, la paix étant une priorité pour nous, je crois que le chef de l'État doit réussir à convaincre ces bourreaux qui sont derrière. Alors, sur la question de l'environnement, parce que vous l'avez évoqué, l'Afrique du Sud a eu gain de cause, les Brésil aussi, l'Indonésie a eu gain de cause, mais le Congo est en train de râler dans les vents. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sur ce plan-là, ça ne marche pas chez nous? Non, à part les trophées qu'on nous a brandis, pays solution, c'est comme un trophée, pays solution, et puis c'est tout. Contrairement à ce que, à votre lecture, les choses semblent avancer dans la bonne direction. Hier encore, à New York, le chef de l'État, avec son homologue, le président du Congo d'en face, Denis Sassou Nguesso, son excellence Denis Sassou Nguesso, ils ont eu un point de presse sur le crédit carbone. Donc, c'est-à-dire que le pays du bassin du Congo, protégeant l'environnement, bénéficierait d'un crédit carbone. Nous sommes déjà sous la bonne voie. Il faut dire que nous, étant pays... Mais la bonne voie ne suffit pas. Il faut être pragmatique. Non, je crois que... la praxis, qu'est-ce qui manque? Exactement. Je crois que nous sommes sous le point d'arracher notre quote-part. Il faut qu'on se dise la vérité entre nous. L'État congolais a brillé par un silence des cathédrales sous ces questions de l'environnement. On ne s'est pas fait entendre la voix. Vous parlez du Brésil. Le Brésil, c'est depuis les années 2000 qu'ils sont en train d'avancer sous la direction, les efforts sur le climat, ainsi de suite. Nous, c'est pas longtemps qu'on a commencé ici. Et puis, il faut rappeler, on a eu des ministres qui occupaient le portefeuille de l'environnement qui n'étaient pas à la hauteur. Et c'est eux qui ont fait en sorte que la question puisse un peu tergiverser. Mais au moment où nous parlons, les efforts vraiment sont en train d'être amenés par celle qui conduit justement aujourd'hui les ministères, Madame Eve Bazaïba ici, où nous voyons comment les choses avancent dans la bonne direction. Nous croyons que nous aurons bien entendu le résultat que nous souhaitons nous tous. Donc pour moi, je crois que le point de presse d'hier là rassure dans le sens que le crédit carbone... Est-ce qu'on n'est pas toujours sous les dictats des autres? Parce que lorsque le ministre Boudimbo a annoncé par exemple l'affaire des blocs pétroliers et tout, on a vu Blinken défiler ici, secrétaire d'État américain, son adjoint, chacun venait avec une décision pour dire « Monsieur, stoppez, ne bougez pas, ne coupez pas les arbres, les pétroles ne touchez pas et tout ». Bon, vous allez me ramener à prendre une autre peut-être paire de manches sous la question, parce que nous le disons avec vous depuis longtemps, tant que nous, étant État, étant que nation, nous ne serons pas en mesure d'avoir les piliers, les fondamentaux sur lesquels s'appuie un État, nous serons toujours à quelque sorte à la merci. Et vous le savez, depuis la conférence de Berlin, les Occidentaux ont comme l'impression que le Congo est un bien qui leur appartient. Ils sont capables, ils sont prêts, où ils ont le mot à dire sur tout ce qui se passe sur le processus au Congo. C'est comme ça que vous allez voir qu'ils cherchent à tout prix à avoir la même mise sur certaines questions. Mais avant qu'on arrive là, je crois qu'il est de notre intérêt. Nous sommes pratiquement à 3 mois des élections. Donc bientôt là, on aura des élections. Est-ce que vous avez vu, depuis que le débat politique a commencé, parce que je vous l'avais rappelé, nous avons le système politique le plus faible au monde. Regardez les débats qu'il y a au niveau des institutions, au niveau du Parlement.
Même l'Assemblée provinciale, n'en parlons pas. Donc vous voyez que des vraies questions d'enjeux, d'intérêt national, on n'en parle pas. Aujourd'hui, il y a des candidats qui commencent à faire des tournées. Combien de ces candidats, il est là, il est en train de nous présenter un projet sérieux en termes des infrastructures. 2 345 000 km², un pays qui devra être réuni par les routes. Vous avez vu l'état dans lequel se trouvent les routes de ces pays, depuis 60 jusqu'à ces jours. Donc vous voyez des questions comme celle-là, la classe politique traite ces questions avec beaucoup de légèreté. Et c'est la raison même pour laquelle ces pays se présentent un peu comme le gendarme du monde. Ils disent tiens, on doit surveiller. Donc nous sommes faibles. Mais en tout cas, cette thèse, nous n'avons pas à l'affirmer comme telle. Vous le savez, pas plus que moi d'ailleurs. Nous ne sommes pas encore un État au sens scientifique de terme. Nous ne savons pas faire face aux enjeux majeurs. Au moment où nous parlons, l'Est du pays est occupé par le rebelle. Un État fort sera en mesure de résister à n'importe quelle tentative expansionniste ou belliqueuse d'un pays voisin. Nous ne sommes pas en mesure de le faire. Et nous sommes un pays assisté. Depuis combien d'années maintenant que nous avons la MONUSCO, alors que la paix n'en revient pas. Il ne va pas partir. La question va être soulevée aussi justement, à New York, mais depuis l'ancien président Kabila jusqu'à aujourd'hui, chaque année, c'est les mêmes discours. Retrait la MONUSCO, mais quand il reste dans les conseils de sécurité, il vote des résolutions pour prolonger les mandats de la MONUSCO, parfois sans notre aval. Est-ce que ça va changer maintenant? C'est une branche que nous avons ouverte rapidement parce que vous en parlez. Je vous avais dit l'autre fois ici que la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo ne dépend pas que seulement de nous. C'est une stratégie de la machine internationale, entre autres des Nations Unies, pour continuer à avoir la même mise sur tout ce qui se passe au Congo. Mais je voudrais quand même aussi, je ne pouvais pas quitter ce plateau pour saluer les efforts qui sont en train d'être fournis. Nous avons tous sollicité afin qu'il y ait des réformes dans le domaine de la sécurité. On voit effectivement les pays est en train de basculer vers des réformes. Et nous voyons comment les jeunes gens ont accepté d'intégrer l'armée et les formations qui suivent par-ci, par-là. Je suis convaincu, dans le jour qui vient, nous aurons la meilleure armée d'Afrique et pourquoi pas du monde. Donc on sera prêt. Absolument, absolument. Il faut voir les choses dans la durée. Hein. Les mal étant profonds, nous étions dans la salle d'urgence. On n'a vraiment pas quitté l'hôpital, la clinique, mais on a quand même quitté la salle d'urgence. On commence à faire de petits progrès rapidement. Alors, il y a presque, nous parlons des élections, excusez-moi, il faut que je revienne là. Nous parlons de la sécurité. Il n'y a pas que la sécurité de population d'ici, il y a aussi la sécurité alimentaire. Il n'y a aucun programme jusque-là, aucun président de la République, candidat, qui passe par-ci, par-là, ne tient un discours cohérent sur la question de l'agriculture, la souveraineté alimentaire. Ils ne tiennent pas des discours, mais quand ils parlent là, ils sont en train de s'insulter, de jeter des colibés, des invectives les uns les autres, alors qu'il y a des grands défis qu'on doit relever. Donc on ne pose pas les vrais problèmes. On ne pose pas les vrais problèmes. Ce que nous voulons entendre, c'est qu'ils nous présentent des alternatives. Comment on doit assister à chaque année, à une période, les Katanga doivent avoir la crise des maïs, alors que nous avons un pays qui a à peu près 80 millions d'hectares. C'est même devenu un cercle vicieux où chaque année, il n'y a pas de solution. Et il y a des problèmes de gouvernance. Quand la Zambie ferme, ça pleure au Katanga et au Kasaï. C'est vraiment des aberrations, des questions comme ça devait soulever nos inquiétudes. On attend des candidats présents de la République nous présenter un véritable projet d'alternative par rapport à ces questions-là. Avec 80 millions d'hectares arables, nous ne sommes pas en mesure nous-mêmes de se prendre en charge simplement sur les questions de manger. Et alors, qu'est-ce qui nous manque, Monsieur Israël? Je pose cette question. Est-ce le temps du silence? Parce que parfois on dit que les silences, c'est dans les silences qu'on a parfois l'inspiration. Ouais. J'ai l'impression que les Congolais parlons tellement trop, beaucoup. On parle beaucoup, on n'a pas le temps de réfléchir. On dit tout et n'importe quoi aussi, hein, on n'a pas le temps de réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas un programme comme cette affaire de la nourriture, l'autosuffisance alimentaire qui nous fait très mal, parce que souvent, au centre du pays et vers le sud là-bas, c'est des problèmes sérieux quand il n'y a pas de la farine. Et pourtant, dans une année, on peut produire des maïs. Absolument. Alors, qu'est-ce qui nous manque? On est liés, est-ce qu'il y a peut-être pesanteur qui tire tout le monde vers les bas, ou c'est un esprit géant qu'on ne sait pas contrôler? Où le mal est tellement profond qu'on ne sait pas s'en sortir. Mais vous avez vous-même la réponse à la question. Je l'avais déjà dit une fois ici, c'est que le problème du Congo, c'est le manque d'intelligence stratégique. Le Congo manque l'intelligence stratégique. Nous sommes appelés à être une puissance régionale, africaine,
est mondiale. Nous occupons tous les attributs qui peuvent faire en sorte que le Congo soit un pays puissant. L'intelligence stratégique, pourquoi? Parce que c'est par là que naîtra une vision claire, cohérente sur le pays. Vous savez que l'Afrique a des problèmes sérieux de l'eau, de l'énergie électrique. Vous savez que le Congo peut prendre en charge l'alimentation, l'industrie africaine à travers l'électricité que nous avons, les rivières que nous avons, partout les flaques d'eau, tout ce qu'on a là, les rivières, le fleuve. On peut arroser l'Afrique à travers l'électricité. Mais quelle est la vision, quelle est la stratégie que nous avons nous-mêmes pour l'électricité, par exemple, pour l'énergie, pour les rivières que nous avons? Il n'y a aucune stratégie. Mais par rapport à l'espace également, 2 345 000 km². Donc il y a possibilité justement de mettre en place une machine industrielle en termes d'agriculture. Quelle est la stratégie que nous avons? On a eu des ministères, le ministre se sont défilés au ministère de l'Agriculture. Quel est le projet cohérent qu'on a mis en place pour relever les défis? On rappelle ici le Brésil que vous avez cité. Lula a relevé les défis. Aujourd'hui, la révolution verte a eu lieu en Brésil et le Brésil est devenu parmi les pays puissants en termes d'agriculture, en termes de production de céréales, ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est un manque de vision, un manque de ce que j'appelle de l'intelligence stratégique qui permettra à ce que le pays puisse sortir de ces marasmes. Et c'est là où ça s'est traduit justement parce qu'on a des partis politiques qui n'ont pas de vision. Alors maintenant qu'on n'a pas de modèle au pays, ça, je suis convaincu, je suis sûr avec vous. Qu'est-ce qu'on va faire à l'ONU en fait, chaque fois qu'on y va? C'est juste jouer les figurants, dénoncer des choses, se plaindre et puis rentrer chez nous, continuer à rester les mêmes, alors que Lumumba, rappelez-vous, son testament, il disait que les destins de l'Afrique, du Congo, ce sont les Congolais qui doivent définir ça, pas tous ces pyromanes. Mais vous avez totalement raison de ce que vous dites, mais je voudrais relativiser. Il faut pas ignorer les efforts qui sont en train d'être fournis pour relever la pente. Le mal étant profond, il faut accepter que nous puissions nous relever petit à petit. Nous allons à l'ONU parce que c'est un devoir, mais nous allons aussi pour faire attendre notre voix. Il faut dire que le Congo est sur une nouvelle dynamique. Cette dynamique de progrès, c'est vrai que c'est très lent en termes de résultats, mais c'est déjà des efforts qui sont fournis pour réellement qu'on sorte de ces cercles vicieux. Donc, et le chef de l'État, il va aller brosser ces tableaux, les efforts qui sont en train d'être fournis, le changement qui s'opère au niveau de province, aujourd'hui la dynamique de la réunification du pays, des efforts comme ça, il faut quand même qu'on le soulève. Mais dans tout cela, il y a une prise de conscience générale qui doit habiter tout Congolais. Ça, c'est la chose qu'on doit faire à nous-mêmes. Ce n'est pas le président de la République qui viendra mettre de l'ordre chez nous à la maison. Cette prise de conscience doit nous animer quand on est en train de travailler, quand on est en train d'exercer une activité, pour que nous puissions relever les défis. Mais les nations qui ont eu, qui étaient comme nous aussi, qui ont ici faire face à ça, qui ont décidé de prendre la bonne direction, c'est toujours un guide qui a montré la voie. Prenez la Chine avec Mao Tse-tung, il y a eu quelqu'un qui a dit, messieurs, suivons ça. On a l'impression que la démocratie, elle est à l'occidental, que nous avons copié aveuglément, a tendance à nous tirer vers les bas. Où, quand chacun et moi dit, des contestations, des manifestations, des ONG qui font des communiqués, vous avez chez nous des ambassadeurs, n'est-ce pas, qui se permettent de demander des comptes au gouvernement, ce qui ne se fait pas ailleurs. Est-ce que le modèle n'est pas plus ou moins obsolète, que chaque effort qu'on peut fournir sera dilué? Moi, je contredis cela par un article que je parlais, parce qu'en fait, on dit, les scientifiques disent que la démocratie est le moins bon, le moindre mal de tous les autres systèmes politiques. En soi, le problème, ce n'est vraiment pas la démocratie. Les vrais problèmes que nous avons, c'est que nous-mêmes, étant nation, on n'a pas mis en place un cadre cohérent. Je le rappelais un jour ici. Vous savez que dans d'autres pays, il existe ce qu'on appelle le plan stratégique national de développement. C'est la boussole sur laquelle surfe le gouvernement. Ils disent que, bon, on veut en cette année avoir autant de routes. Dans le plan national stratégique de développement, il s'y trouve ces éléments-là. On veut avoir autant d'écoles, il y a ces éléments. On n'improvise pas. La démocratie, d'ailleurs, c'est là où nous avons le pouvoir de sanctionner,
nous avons le pouvoir de décider, nous avons le pouvoir de contrôler par l'exercice des autres instances. Mais le plus grand problème, c'est que dès qu'au départ, on n'a pas une vision claire, c'est que nous voulons faire nous-mêmes. C'est ce qui nous crée en fait le plus grand problème que nous avons. Donc, avoir un despote éclairé comme c'est un débat des intellectuels des rues qui disent qu'il faut pour l'Afrique des despotes éclairés. En tout cas, ce débat-là est révolu. Nous pensons qu'à travers les élections, c'est une façon d'exercer une révolution à travers les urnes. Dans les urnes, quelqu'un est libre de choisir le dirigeant qu'il veut pour diriger et conduire le pays. Et puis 5 ans, si vous trouvez qu'il n'a pas été à la hauteur, 5 ans, vous pouvez changer quelqu'un d'autre. Mais quand vous avez des dictateurs, comme par exemple au Rwanda ou au Cameroun, des gens qui ont fait plus de temps au pouvoir, mais vous sentez que ça bloque même la machine. Vilfredo Pareto disait d'ailleurs lui-même qu'il voit le changement dans une nation lorsqu'il y a rotation des élites, c'est-à-dire il y a une nouvelle classe qui émerge avec de nouvelles possibilités, des visions, des nouvelles perspectives. On peut pas cloisonner un pays avec une seule personne qui prend en otage la pensée de la nation pendant 30 ans. Pas comme par exemple au Cameroun ou comme au Rwanda ici avec Paul Kagame qui frôle quasiment plus d'une vingtaine d'années au pouvoir. Mais c'est pas cette façon-là qui peut orienter les choses. Mais nous croyons qu'au travers des instruments, en démocratie vous avez des instruments, qui a le Parlement qui est là pour contrôler. Vous avez la vision, le programme du président de la République qui passe par le plan stratégique national de développement qui est défini par le ministère de Plan. Et tout le monde peut commencer à surveiller. Tiens, ici, on doit faire ça. Tiens, ici, on doit faire cela. C'est ce que nous sommes en train de dire. Le Congo doit être réuni par les routes. Nous avons le fleuve Congo qui quitte le Lualaba jusqu'au Bas-Congo, donc ça traverse le Congo. On n'a pas une autoroute qui nous lie, qui réunit les Kinshasa avec le Katanga. Ça, c'est les débats que les politiques ne nous présentent pas, qui nous disent ça demanderait combien pour qu'on puisse réaliser une telle infrastructure. Parce qu'on en a besoin, par exemple. Comment est-ce qu'on peut réunir le Congo? Parce que les gens qui ont commencé à implémenter ces pays, par exemple le Léopold II avec le Stanley et les autres, ils disaient sans les routes, le Congo ne vaut pas un penny. Comment on fait? Qu'est-ce qui nous empêche nous-mêmes de travailler ces volets-là? On dit ici que Lumumba a quitté, il a fui Léopoldville pour aller jusqu'à Stanleyville. Lumumba n'a pas pris le métro, n'a pas pris l'avion, il a pris la route. Il a fait la route pour aller jusque-là. Jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de quitter Kinshasa pour arriver jusqu'à Kisangani par la route. Donc il y a des questions fondamentales comme celle-là qu'on doit le couler dans le document. Ça ne dépendra pas des gens, ça peut transcender des gens, mais on sait qu'au moins quand on est élu, on a tel projet qu'on doit poursuivre pour le développement de tous. C'est en fait ça la beauté de la démocratie. La démocratie permet à ce que les hommes passent, les institutions restent parce qu'il y a une vision qui conduit les institutions et qui peut se pérenniser au travers le fil de... Une vision que malheureusement n'avons-nous pas, malheureusement, parce que nous pouvons tout dire au-delà des discours, de campagnes et autres. Bon. Parfois, ce qui arrive aux affaires avec des bonnes intentions, n'est-ce pas, sont aussi dilués dans un système qui dépasse un peu tout le monde. Alors, revenons à l'ONU. Là, c'est pour terminer. Vous avez dit que Tshisekedi va certainement rappeler que l'Est du Congo est toujours... Bon, pas tout l'Est, mais Bunagana est toujours occupé par les M23, donc les Rwandais, et que l'ONU a une bonne part des responsabilités dedans. Là, c'est connu de tous. La MONUSCO devra quitter les territoires congolais. Ce n'est pas encore fait. Après les discours, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Après les discours. La question semble être répondue hier par le président de la République lors du point de presse. Il a soulevé ce que le Congo qui était à genoux hier n'est le plus aujourd'hui. On est entré d'armer, notre armée, passez-moi la tautologie, pour qu'on soit à la hauteur des enjeux. Et je vous rassure que dans les jours qui viennent, c'est vrai qu'on est diplomate, on ne veut pas aller dans la brutalité, dans l'agressivité, mais dans le jour qui arrive, nous sommes prêts à fusiller le Rwanda. Pas simplement le Rwanda, et tous les autres complices, parce que vous parlez simplement de la MONUSCO. On a au fait l'armée des l'EAC qui devient aussi... Qui ne veut pas partir aussi. Qui ne veut pas partir, qui devient juste une institution d'observation, qui fait le tourisme également sur la partie. Touristes, tout à fait. Alors nous sommes en train de nous relever nous-mêmes, parce que le mal était profond, l'armée n'était pas structurée, n'était pas réformée que ça, et il faut pas qu'on aille trop vite en besogne, c'est vrai. Et que la sécurité n'a pas de prix, on ne devait pas s'agiter. Mais je crois que les efforts qui sont vraiment en train d'être fournis, dans une année, dans 2 ans,
je vois combien Paul Kagame aura peur de l'armée congolaise. Et ça, je suis confiant à ce que le président de la République est en train de fournir des grands efforts dans ce sens-là pour que les défis soient relevés. Le pays étant vaste, je vous rassure que le Congo, 2 345 000 km², c'est 10 fois la France, 80 fois la Belgique. Et ces questions-là ne se traitent pas avec beaucoup de légèreté. Je crois que les efforts vraiment sont en train d'être fournis pour relever les défis qui nous guettent en fait. Merci beaucoup Israël Igbouane, chercheur. Merci pour ces belles analyses par rapport aux attentes du peuple congolais. Le président Tshisekedi va s'adresser au monde. Je le rappelle, ça sera aujourd'hui, mercredi 20 septembre à 20h de Kinshasa. Il sera exactement 15h à New York. Merci et à très bientôt. C'est à moi de vous remercier pour l'occasion que vous m'avez donnée à échanger ou partager avec nos compatriotes. Merci. Notre deuxième invité, c'est tout de suite. Théodorine Nguema Obiang, l'espoir.